On poursuit avec le troisième dossier qui vous parle d'une jeune femme de 27 ans, elle est droitière, pas d'antécédents, et elle est hospitalisée à 9h30 pour une hémiplégie gauche constituée survenue le matin à 8h, alors qu'elle prenait le petit déjeuner avec son mari. À l'examen, la conscience est normale, il y a un déficit moteur de l'hémicorps gauche, particulièrement marqué aux membres supérieurs et à la face, une hypoesthésie elle aussi brachiofaciale gauche, un Babinski gauche. Vous interrogez la patiente et elle vous affirme que son bras fonctionne tout à fait normalement. Vous la confrontez à son déficit et elle vous dit que c'est parce qu'elle est un peu fatiguée et paresseuse ce matin, mais que si elle voulait, elle pourrait bouger son bras gauche tout à fait normalement. Elle se plaint d'une céphalée fronto-orbitaire droite qui a débuté il y a 3 jours. Vous avez une tension à 16,9, un poids 75, elle est apyrétique et vous avez déjà les résultats du scanner cérébral sans injection qui ne montrent aucune anomalie. Très bien, première question, donnez votre diagnostic précis et on va justifier tous les termes. Donc, cette patiente est victime d'un accident vasculaire cérébral, manifestement, mais vous pouvez aller plus avant. Elle a fait un accident ischémique cérébral constitué, puisqu'elle a un déficit neurologique brutal qui est persistant, qui touche le territoire sylvien superficiel droit, puisque sa symptomatologie est à prédominance brachiofaciale, qu'elle a une atteinte de la motricité et de la sensibilité à gauche. Et, pardonnez-moi, mais il faut justifier évidemment le terme ischémique en disant que là, vous savez que c'est ischémique puisque le scanner est réalisé en urgence était normal. D'accord? Donc, accident ischémique, territoire sylvien superficiel droit, parce que déficit neurologique brutal, déficit à prédominance brachiofaciale et scanner normal. On continue avec la deuxième question, où on vous demande de commenter les propos de la patiente sur son déficit et de donner 3 éléments qu'on associe fréquemment à ce trouble. Donc cette histoire de non, je suis un peu paresseuse, mais je pourrais tout à fait bouger le bras, alors que manifestement il est paralysé, ça s'appelle une anosognosie, la patiente n'a pas conscience de son trouble. On rencontre fréquemment ça dans les atteintes de l'hémisphère mineur, et en général c'est associé à d'autres troubles, comme l'hémiasomatognosie. Les patients ne reconnaissent pas comme leur appartenant l'hémicorps paralysé. Donc là, ça va plus loin. Hein. Ce serait par exemple si elle vous disait que cette main n'est pas la sienne, etc. Il y a en général une négligence de l'hémispace gauche à la fois visuelle et motrice. C'est-à-dire qu'il y a une négligence visio-spatiale. Les patients prennent moins bien en compte ce qui se passe dans leur hémichamp gauche. Ils ne vous parlent pas si vous êtes à gauche, ils ne remarquent même pas que vous êtes là. Vous connaissez tous l'histoire du patient qui ne mange que la moitié droite de son assiette, qui ne se rase que la moitié droite du visage. C'est aussi une négligence qui est motrice, c'est-à-dire que même quand le bras bouge un peu, les patients ne l'utilisent pas. Hein, ils sous-utilisent le membre déficitaire. Et enfin, troisième chose qu'on voit fréquemment associée, c'est une déviation de la tête et des yeux. Les patients, on dit, dénient leur handicap et regardent leur lésion, donc ça donne une déviation de la tête et des yeux sur la droite. Quand on a l'ensemble du tableau, l'anosognosie, l'hémiasomatognosie, la négligence et la déviation, on parle de syndrome d'Anton Babinski. Troisième question, quels auraient été les résultats d'une IRM cérébrale si elle avait été réalisée en lieu et place du scanner et quelle est finalement la principale information supplémentaire que cela vous aurait donnée? Donc on parle d'une IRM qui aurait été faite à la phase très précoce, puisque le scanner a forcément été fait moins d'1h30 après l'installation du déficit, puisqu'il est 9h30 quand vous prenez en charge la patiente. À ce stade, vous savez que les séquences qui sont les plus pertinentes, c'est la séquence de diffusion, qui va mettre en évidence l'accident ischémique très rapidement sous forme d'un hypersignal, et que tant qu'on est dans les toutes premières heures, en général avant 3 à 6 heures, il n'y a pas d'anomalie de signal sur la séquence flair. Donc on a un hypersignal diffusion non visible en flair qui signe le caractère aigu de l'accident ischémique. Et le renseignement supplémentaire, c'est que avec l'IRM, vous avez également l'ARM du polygone de Willis, donc l'ARM intracrânienne, qui vous permet de voir s'il y a une occlusion sous-jacente à l'accident, donc en l'occurrence une occlusion intracrânienne, soit de l'artère cérébrale moyenne droite, soit éventuellement de la terminaison carotidienne droite. Question numéro 4, quels sont les 7 principaux axes de votre prise en charge pour les 24 premières heures?
On est à 1h30 du début du déficit, on a la certitude qu'il s'agit bien d'un accident ischémique et non hémorragique. La patiente a un déficit relativement notable. Vous voyez là les indications de la thrombolyse intraveineuse. Il est indispensable d'envisager la thrombolyse IV chez cette patiente, puisqu'on est dans des délais compatibles. Vous savez que la thrombolyse est possible jusqu'à 4h30 après le début du déficit. Donc, la thrombolyse se fait avec du RTPA, c'est une injection intraveineuse. Il faut juste s'assurer au préalable qu'il n'y a pas de thrombopénie, d'anémie ou un trouble de l'hémostase majeure. Le deuxième axe, le plus important, c'est clairement ici la surveillance. Votre patiente, vous devez surveiller sa tension artérielle, sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire, sa SAT, mais également l'examen neurologique qu'on va faire quasiment toutes les heures après une thrombolyse. Vous allez également surveiller la température et les glycémies capillaires. Ensuite, les principaux éléments en fait sont ceux qui visent à lutter contre les axoses, vous savez, ces fameux facteurs d'agression cérébrale secondaire d'origine systémique. Donc là, vous allez égrener votre chapelet. Il faut maintenir la perfusion cérébrale, donc respecter les tensions. On ne traite les tensions artérielles de la patiente que si elles dépassent, attention, cette fois, elle est thrombolysée, donc vous traitez si elle dépasse 185-110. Vous vous souvenez, dans le premier dossier qui était un dossier d'AIT, je vous ai dit 220-120. Mais après une thrombolyse, les valeurs sont plus basses. Ce sont les mêmes que pour les accidents hémorragiques, c'est 185-110. Ensuite, vous allez maintenir une glycémie la plus normale possible. Donc, on a parlé de la surveillance des glycémies capillaires. On donnera de l'insuline si jamais les glycémies montent trop haut. On surveille la température, on lutte contre l'hyperthermie avec du paracétamol si jamais la température est au-dessus de 38. Et on essaye de maintenir une norme oxynormocapnie avec, si besoin est, une oxygénothérapie aux lunettes, voire au masque. Dernière chose, votre patiente, pour l'instant vous ne connaissez pas la cause, on est à la phase aiguë, vous allez la mettre en décubitus strict pour éviter une éventuelle aggravation sur un mécanisme hémodynamique. Quand faut-il introduire l'aspirine en cas de thrombolyse ? Alors effectivement, là je vous ai parlé de thrombolyse intraveineuse, on n'a pas abordé les antiagrégants plaquettaires qui vont être pourtant le traitement de prévention secondaire. Eh bien si la patiente a été thrombolysée, on ne donne plus aucun traitement agissant sur la coagulation pendant 24 heures. Plus aucun, ça veut dire ni antiagrégants plaquettaires, ni HBPM, vous avez vu que je n'en ai pas parlé, dans le cadre de la prévention des complications de décubitus. Au bout de 24 heures, vous pouvez démarrer les HBPM à dose préventive, donc isocoagulante, et vous allez faire un scanner cérébral de contrôle pour vous assurer qu'il n'y a pas de transformation hémorragique. Et s'il n'y a pas de transformation hémorragique, vous allez dans ces cas-là pouvoir démarrer l'aspirine. D'accord ? Donc scanner, puis aspirine, mais 24 heures de délai minimum après la thrombolyse intraveineuse. Et pourquoi faut-il respecter un décubitus strict et jusqu'à quand ? Alors le décubitus, en fait, on le maintient jusqu'à ce qu'on soit certain qu'il n'y a pas de sténose serrée qui pourrait être responsable d'une aggravation de la patiente au moment où vous allez la lever. Sténose serrée, ça peut être aussi bien au cou que éventuellement une sténose serrée intracrânienne. C'est vraiment pour éviter une aggravation sur un mécanisme hémodynamique. Je me lève, ma tension artérielle chute, ma pression de perfusion cérébrale chute et de nouveaux symptômes apparaissent. Et on va maintenir ça jusqu'à ce que les examens nous aient permis d'éliminer cette sténose serrée, donc jusqu'à ce qu'on ait au minimum un Doppler pour les vaisseaux du cou et soit un Doppler transcrânien, soit une ARM intracrânienne pour les vaisseaux intracrâniens. Ensuite, je continue. Question numéro 5, quels sont les deux principaux risques du traitement que vous venez d'entreprendre et dont vous devez informer la patiente et sa famille? Donc là, en gros, on vous demande les deux principaux risques de la thrombolyse intraveineuse. Bien, vous savez que c'est un médicament qui a pour but de fluidifier le sang, de lever la thrombose. Comme tout médicament de ce type, il y a un risque de transformation hémorragique. En fait, en pratique, le risque de transformation hémorragique après un accident ischémique, il est permanent, qu'il y ait ou pas thrombolyse, puisque vous avez une nécrose, donc une zone de fragilité qui peut saigner. Mais clairement, le risque est majoré chez les patients thrombolysés. Donc, risque de transformation hémorragique.
Deuxième risque, eh bien, c'est que cela ne marche pas et que donc l'accident s'étende. On est encore très tôt après le début de l'accident, donc il y a chez cette patiente à ce stade-là des mécanismes de compensation qui sont mis en œuvre, mais qui vont se retrouver rapidement dépassés au bout de quelques heures. Donc risque de transformation hémorragique, risque d'extension de l'accident en cas d'échec. Et dans les deux cas, eh bien, cela peut entraîner une aggravation neurologique de la patiente. Sixième question, le mari vous informe que sa femme pratique du judo et qu'elle se plaint de cervicalgie depuis environ une semaine suite à une mauvaise chute. Quelle étiologie suspectez-vous et quel est l'élément clinique que vous allez rechercher pour conforter votre diagnostic? On vous parle de traumatisme, potentiellement un traumatisme cervical. Évidemment, vous allez suspecter une dissection de la carotide interne droite secondaire à ce traumatisme. Et dans ces cas-là, eh bien, vous allez rechercher un signe de Claude Bernard Horner droit, qui correspond en fait à l'atteinte du sympathique qui chemine à proximité de la carotide interne. Et donc, qui dit Claude Bernard Horner droit dit myosis, ptosis et ophtalmie du côté droit. Cela, évidemment, permet de conforter le diagnostic, mais on va rechercher la dissection, même en l'absence de Claude Bernard Horner, qui n'est pas un signe constant. Dans ce cas, la patiente a une indication théorique à une anticoagulation curative pour sa dissection carotidienne. Que faire en pratique? Alors effectivement, dans le cadre de la dissection, le traitement de prévention, c'est l'anticoagulation pendant environ 6 mois. En pratique, on ne démarre pas l'anticoagulation à la phase immédiate, toujours à cause du risque de transformation hémorragique, et cela, quelle que soit à peu près l'indication de l'anticoagulation efficace. C'est-à-dire que vous allez attendre quelques jours, un délai de sécurité, qui va vous permettre de faire diminuer ce risque de transformation hémorragique, pendant lequel votre patiente, s'il n'y a pas déjà de transformation, va être sous antiagrégant plaquettaire, et ensuite vous arrêterez les antiagrégants pour démarrer l'anticoagulation efficace. Ce délai est variable, parce que ça dépend de la taille de l'accident, de la localisation de l'accident. En moyenne, c'est entre 48 heures et 5 jours, on va dire. Faut-il privilégier l'anticoagulant ou l'antiagrégant? Eh bien, donc la première phase, vous allez privilégier l'antiagrégant. Donc, comme on l'a dit, thrombolyse IV, rien pendant 24 heures. Je fais le scanner, pas de transformation hémorragique au scanner. Je démarre mes antiagrégants, de l'aspirine tous les jours. J'attends, chez une patiente qui a dû faire un accident comme ça relativement volumineux, on va dire minimum 4 à 5 jours. S'il n'y a pas eu d'aggravation clinique, et éventuellement, après avoir fait un scanner de contrôle qui montrera qu'il n'y a toujours pas de transformation hémorragique, eh bien, j'arrêterai les antiagrégants plaquettaires pour démarrer une anticoagulation efficace qui sera poursuivie pendant environ 6 mois. On continue. 7e question, quels sont les 2 examens complémentaires que vous allez réaliser pour confirmer votre diagnostic, c'est-à-dire la dissection? Et qu'en attendez-vous? Alors, il y a 3 examens globalement qui vous permettent de faire les diagnostics de dissection des artères cervicales. C'est l'échodoppler des troncs supraortiques, l'ARM et l'angioscanner des TSA, comme tout à l'heure. On ne vous en demande que 2, donc il va falloir hiérarchiser. En général, on privilégie toujours, dans un premier temps, l'échodoppler des troncs supraortiques couplé au doppler transcrânien parce qu'il est réalisable au lit du malade, on ne demande pas de mobiliser la malade. Ça vous permet de faire le diagnostic direct de dissection en montrant l'hématome de paroi avec le faux chenal. Et puis surtout, ça vous permet de voir s'il existe un retentissement hémodynamique, éventuellement un ralentissement en amont, ou des modifications du flux en aval qui montrent que ça ne circule pas bien, notamment dans la sylvienne avec le doppler transcrânien. L'échodoppler en premier, et ensuite souvent on privilégie l'ARM des troncs supraortiques à l'angioscan, parce que là aussi ça va vous permettre 2 choses. D'une part, d'objectiver la dissection en montrant le rétrécissement de la carotide circulante au-dessus du bulbe, et puis ça va pouvoir vous montrer même directement l'hématome de paroi, puisqu'on fait en même temps des coupes IRM cervicales transversales, qu'on appelle FAT-SAT, ce qui veut dire saturation de la graisse, et qui vous permettent de voir le sang, enfin de voir vraiment directement l'hématome dans la paroi artérielle. Ensuite, 8e question, à J15 de l'hospitalisation,
Le membre supérieur gauche de votre patiente reste déficitaire. Il existe une commande proximale sur le deltoïde et le trapèze, à moindre degré sur le biceps brachial, qui lui spastique, mais il n'y a aucune commande distale et la main a tendance à se positionner en triple flexion, c'est-à-dire qu'en fait il y a une flexion à la fois du poignet et des deux articulations métacarpophalangiennes et phalangiennes, éventuellement même de la deuxième interphalangienne. Ça donne des mains qui sont vraiment complètement recroquevillées et qui peuvent en fait donner des lésions cutanées importantes. Quels sont les objectifs de la kinésithérapie au membre supérieur? Eh bien, vous avez deux parts dans la kinésithérapie, d'une part de la kiné passive et de la kiné active. La kiné passive, elle va avoir essentiellement pour but de limiter les risques de rétraction et de maintenir en fait les amplitudes articulaires. En gros, le kiné va déplier la main très doucement pour maintenir des amplitudes maximales, éviter que l'articulation s'enraidisse et que les tendons se rétractent. Ensuite, on peut faire également de la kiné active chez cette patiente pour la partie proximale du membre, pour favoriser le renforcement musculaire et les commandes qui sont déjà là. Mais ce n'est pas la kiné qui va faire réapparaître la commande motrice. La kiné ne peut faire que favoriser ce qui est préexistant et limiter les risques de complications là où la motricité n'a pas encore récupéré. La patiente pourrait-elle bénéficier de traitements antispastiques? Alors oui, là on ne vous parle que de l'état du membre supérieur. Pour juger de la nécessité et du type de traitement antispastique, il faut savoir ce qui se passe aussi au membre inférieur. Vous savez que globalement, en plus de la kiné, qui est déjà un traitement antispastique, il y a deux types de traitements. Des traitements généraux de la spasticité qui se font le plus souvent par voie orale avec le baclofène, le lioresal. C'est des médicaments qu'on utilise si la spasticité est vraiment diffuse. Très souvent, en fait, dans un accident vasculaire, on utilise une petite partie de la spasticité, notamment au membre inférieur, pour marcher. Donc il faut être prudent avec l'utilisation de ces médicaments qui peuvent parfois aggraver les patients. Et puis vous avez un traitement de la spasticité qui lui est local, c'est les injections de toxines botuliques directement dans le muscle spastique, qui là effectivement peuvent s'envisager lorsqu'il y a un muscle très spastique qui gêne la récupération des autres muscles. Mais évidemment, il faut que ce soit juste un ou éventuellement deux muscles qui soient concernés parce qu'on ne peut pas injecter de la toxine dans l'ensemble des muscles. Pour pouvoir juger de l'indication, il faut vraiment connaître l'état de la spasticité sur tous les mi-corps atteints.